Bismillah. De retour au château, David monta dans sa chambre et se prit la tête entre les mains. Le vent soufflait en bourrasque si fort que les châssis des fenêtres tremblaient tandis que la pluie fouettait violemment les vitres. « J'espère que Viola est arrivée au village avant l'orage, » se dit le jeune homme. À chaque instant, il lui semblait entendre la voix de Meg. « Je vous aime, mais je ne peux pas vous épouser. » Il mit à feuilleter son carnet de croquis d'un doigt négligent. Quand Madame Livesey le lui avait confié, elle lui avait dit « Je suis navré, il n'est pas tout neuf. Quelqu'un autrefois l'a déjà utilisé. » David fronça les sourcils en examinant les premières pages jaunies, auxquelles il n'avait jamais prêté la moindre attention. Il s'agissait de premières ébauches rapides, vraisemblablement celles de tableaux que l'artiste souhaitait réaliser plus tard. « Ces tableaux, je les ai déjà vus, s'exclama-t-il tout haut. Ils sont là-haut au grenier. » Il n'avait jeté qu'un coup d'œil rapide aux 2 ou 3 premiers, laissant la plupart sous les draps poussiéreux censés les protéger. Cette fois, il étudia plus sérieusement les croquis. Quelle patte! Ah, ce n'était pas un amateur. Dans un soudain état d'intense surexcitation, il se leva et courut dans le hall. « Meg! Meg !» Seules quelques grosses gouttes s'écrasaient sur les pavés quand Viola arriva sur le port. Prudents, les pêcheurs avaient ramené tous les bateaux qui étaient à l'ancrage dans la baie. Maintenant, ils se pressaient côte à côte le long des quais, bien à l'abri. Un petit canot peint en blanc et noir était amarré en bas des marches de pierres battues par l'eau. Un terrible coup de tonnerre fit sursauter la jeune fille. Pourtant, elle n'avait pas vraiment peur. Elle aimait le domaine par tous les temps, même quand la tempête grondait et qu'un déluge risquait de s'abattre d'une seconde à l'autre. Oui, elle aimait Glentoran, presque autant qu'elle aimait le duc. « Je vous aimerai toute ma vie, Bruce, et vous me jugez si mal. Vous ne saurez jamais combien cela me désespère. » Le vent se leva, et l'eau si calme du port commença à se hérisser de courtes vagues. Puis le tonnerre gronda de nouveau, les cieux parurent s'ouvrir sous les éclairs, et une pluie torrentielle s'abattit, se mêlant en larmes de la jeune fille qui fut trempée en quelques secondes. L'auberge du village se trouvait au bout du quai. Au moment où elle s'apprêtait à courir jusque-là pour y trouver refuge, un mouvement attira son attention au travers de l'épais rideau de pluie grise. Un chien? Non, un chien aurait couru bien vite se mettre à l'abri. De nouveau un éclair zigzaga, la pluie parut redoubler d'intensité à la stupeur horrifiée de Viola. Le chien se révéla être un petit garçon d'environ 2 ou 3 ans, qui, sans se soucier de l'orage, trottinait tout droit vers l'eau glauque. Quand il arriva près des marches en pierre du port, un éclair illumina la scène, et la jeune fille reconnut le fils de Fergus et Heather Lyer. « Alan !» cria-t-elle. Le bruit de tonnerre couvrit sa voix. « Ne bouge pas, attends-moi !» Elle se précipita tout en sachant qu'il était trop loin pour qu'elle arrive à temps. « Au secours !» Mais qui pouvait l'entendre dans un pareil fracas? D'autant plus que tous les habitants du village devaient être colfeutrés chez eux. Où était la grand-mère censée garder l'enfant? Comment avait-il pu sortir du cottage sans qu'elle s'en aperçoive? Ce n'était pas le moment de se poser de pareilles questions. Viola courait toujours comme si sa vie en dépendait. Sous les trompes d'eau, le petit Alan s'assit au bord de la première marche, puis il descendit sur la seconde et disparut. Oh non, non! Viola arriva près de l'escalier couvert de mousse glissante et à son intense soulagement s'aperçut que le petit garçon avait réussi à grimper dans le canot qu'elle avait remarqué un peu plus tôt. Indifférent à la pluie qui ruisselait sur ses vêtements, Alan se racontait joyeusement des histoires. Il devait jouer à pêcher tout comme son père. Tout en s'accrochant à un anneau en fente pour garder son équilibre, Viola descendit une marche et se pencha. « Alan, donne-moi la main. » En dépit de son angoisse, elle avait réussi à parler d'une voix calme pour ne pas affoler l'enfant. Mais ce dernier, très pris par son jeu, ne parut pas l'entendre. « Donne-moi la main, Alan, » répéta-t-elle. « Non, Alan. » Il tourna la tête et lui adressa un grand sourire avant de se remettre à babiller. « Donne-moi la main. »« Non. » Viola comprit qu'il ne lui restait plus qu'une solution, aller dans le canot, prendre l'enfant sous le bras et l'emmener sur la terre ferme, à condition de ne pas glisser sur les marches couvertes de cette espèce de gang verdâtre. Elle réussit à le rejoindre à bord de la frêle embarcation. Aïe! Elle venait de se tordre le pied sur le fond où des écailles de poisson se mêlaient à l'eau de pluie. Le petit garçon éclata de rire. « Viens, Alan. »« Non !» La jeune fille tenta d'atteindre l'enfant qui, installé à l'avant du canot, faisait mine de pêcher. « Alan !» Le tonnerre gronda, couvrant sa voix, puis une rafale plus violente que les autres souleva la barque. À sa grande horreur, Viola vit l'amarre se dénouer, glisser hors de l'anneau, fixé dans le mur et couler lentement sous la surface.
Comme un jeune pur sang libéré dans un pré, le canot bondit et poussé par le vent se mit à filer à toute vitesse à travers le port, vers la pleine mer. Épouvantée, Viola chercha les rames, il n'y en avait pas, déjà des paquets de mer les aspergeaient. Alan commença à trouver l'aventure moins amusante qu'au début et se mit à pleurer. La jeune fille le prit dans ses bras et le serra contre elle, s'efforçant de le protéger contre la pluie et du vent. « Ne pleure pas, Alan, tout va bien. » D'une voix angoissée, elle poursuivit. « Tu vois, nous allons à la pêche, nous allons rapporter de gros poissons à la maison. » Tout en s'efforçant de le tranquilliser, elle scrutait les quais d'un regard affolé. Personne, non personne ne viendrait à leur secours. Ou bien la barque allait sombrer dans le port, ou bien filer vers la pleine mer. De toute façon, il périrait noyé. Soudain, elle aperçut une silhouette. Un homme courait. La jeune fille n'en crut pas ses yeux. « Bruce !» En hâte, il ôta sa veste, se débarrassa de ses bottes et plongea. « Oh, Bruce! Oh, mon amour! Soyez prudent, mon Dieu! Veillez sur lui !» Terrifiée, Viola priait comme elle n'avait jamais prié auparavant. Avec désespoir, elle suivait des yeux cette tête brune qui par moments disparaissait sous les courtes vagues grises fangées d'une écume jaunâtre. Au moment où elle pensait qu'il allait perdre la bataille contre les éléments déchaînés, un rayon de soleil perça à travers les nuages. Pendant l'espace d'une seconde, le vent se tut et la pluie cessa de tomber en trombe. Il n'en fallut pas davantage pour que les vagues se calment. Bruce réussit à atteindre la mare du canot. Il la saisit et s'agrippa au rebord de la barque. « Bruce, oh Bruce !» fit-elle dans un sanglot. À sa grande stupeur, elle s'aperçut qu'il souriait. « Mademoiselle de Northcombe, si je ne me trompe, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous vous amusez tout le temps à jouer dans l'eau? À chaque instant, il faut aller vous chercher au milieu des éléments déchaînés. Oh Bruce, je pensais que vous alliez vous noyer. » Il sourit de nouveau. Dans ce port, vous voulez rire, Fergus et moi l'avons traversé bien souvent à la nage et par tous les temps. Il redevint sérieux. Maintenant écoutez-moi, Viola, asseyez-vous à l'autre bout du banc. Tenez bien Alan, même s'il se débat, s'il crie, s'il pleure, ne le lâchez surtout pas. Oh non! Et toi, jeune homme, si tu es sage, je te ramènerai à la maison et tu auras un grand chocolat chaud. Suivant les instructions de Bruce, la jeune fille se laissa glisser sur le banc. Dès qu'elle se trouva de l'autre côté, le duc se hissa à bord d'un souple rétablissement. Il était tout dégoulinant d'eau, lui aussi. Sa chemise trempée soulignait les muscles de son torse et de ses épaules comme une seconde peau. Oubliant qu'ils étaient désormais ennemis, Viola voulut rejeter en arrière une mèche brune qui tombait sur ses yeux sombres. Il avait eu le même mouvement au même moment. Leurs doigts se rencontrèrent, se nouèrent. Le cœur de la jeune fille manqua un battement. Elle aurait voulu lui dire qu'elle l'aimait plus que sa vie. Mais jugeant le moment mal choisi pour de telles déclarations, elle se tut. Le duc jura. Il n'y a pas d'aviron, hélas. Des violents coups de poing, il brisa l'autre banc. Des échardes volèrent dans l'air. Mais le bois, visiblement pourri, céda tandis qu'Alan éclatait de rire. Bruce s'empara de la planche et s'efforça de pousser le canot loin de l'entrée du port. On va essayer de rejoindre le bateau de Fergus. Par mauvais temps, il ne laisse jamais dans la baie et... « Par ici, Bruce !» cria Fergus. Viola vit le pêcheur debout à l'avant d'une embarcation amarrée le long de la jetée. Lorsqu'il jeta une échelle en corde le long de la coque, elle s'écria « Nous sommes sauvés !»« Ne vous réjouissez pas trop vite, mon amour !» fit Bruce avec gravité. « Les courants sont très forts par ici. » Fergus était déjà sur l'échelle de corde. « Dès que nous arriverons près de lui, vous lui tendrez Alan, ordonna Bruce. Une fois qu'il aura mis l'enfant à l'abri, il vous aidera à monter à bord. Et vous? Pour moi, on verra après. Je ne veux pas vous quitter, Bruce. Avec transport, elle ajouta. Je ne vous quitterai jamais. Lui adressa un bref sourire. Viola, mon amour, pensez d'abord à Alan et à vous, dit-il en continuant à ramer vigoureusement. Bruce, si vous avez le moindre sentiment pour moi, faites exactement ce que je vous dis. Je vous fais entièrement confiance pour l'éternité. Le canot était maintenant tout près du bateau de pêche. Fergus, balancé sur l'échelle de corde avec l'aisance d'un homme qui a passé sa vie en mer, cria « Donnez-moi le gosse !» Viola n'eut pas besoin de réfléchir. Elle se mit debout et lui tendit son fils qu'elle alla immédiatement mettre à l'abri sur le pont. Puis il revint vers elle. « Vite, mademoiselle, prenez ma main !» Juste à ce moment-là, une rafale éloigna du bateau la légère embarcation. Le vent se mit à souffler plus fort que jamais, la faisant tournoyer comme une toupie en direction de la mer. Bruce serra la jeune fille contre lui. « Je vous aimerai jusqu'à la fin de mes jours. » Le canot, poussé par un coup de vent encore plus violent que les autres, sortit du port et se mit à chevaucher d'énormes vagues. Viola perdit l'équilibre. Son front heurta la partie du banc brisée qui était restée fixée à la coque
et elle s'évanouit. Juste au moment où une vague renversait la barque, Bruce remonta à la surface là-bas, entre les crêtes des hautes vagues. Il aperçut la coque du canot retournée qui filait vers le grand large. Frénétiquement, il regarda autour de lui. À quelques mètres, il aperçut Viola, ballottée par les flots, ses longs cheveux blancs traînant derrière elle comme ceux d'une sirène. Une terreur sans nom l'envahit. Est-elle encore vivante? En quelques brasses, il la rejoignit et réussit à la saisir avant qu'elle ne se fasse happer vers le fond. « Plus jamais je ne vous laisserai partir, dit-il en la serrant contre lui. Plus jamais. Il se laissa porter par le courant qui, il le savait, allait les emmener jusqu'au rivage. Tout ce qui lui restait à faire désormais, c'était d'éviter les rochers. Viola rêvait qu'elle était en train de patiner sur un lac gelé. Elle avait très froid, mais l'homme qu'elle aimait la tenait par la main. Et elle savait que s'ils parvenaient à atteindre ensemble l'autre rive, ils trouveraient enfin le bonheur, la sérénité et la sécurité. Plus rien ni personne ne pourrait leur faire de mal. Elle souleva les paupières et se mit à claquer les dents. Tout en grelottant à ce moment-là, elle s'aperçut avec stupeur qu'au lieu d'évoluer sur la glace, elle était allongée sur des galets, et que sa tête reposait sur les genoux du duc. S'il ne pleuvait plus, le vent soufflait toujours. En toussant, elle tenta de s'asseoir, mais les forces lui manquèrent. Elle retomba en arrière et se mit à trembler plus que jamais. Bruce se pencha au-dessus d'elle. « Viola, mon amour, Bruce, mon amour, ne bougez pas. Que faisons-nous ici? Vous avez reçu un coup sur la tête et vous avez perdu connaissance avant de passer par-dessus bord. J'ai bien cru vous avoir perdu à tout jamais. » Il l'enlaça passionnément, puis leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser sans fin. « Oh, Bruce, mon seul et unique amour, balbutia-t-elle. Où nous sommes-nous? » Avec un geste d'une infinie tendresse, il rejeta en arrière la chevelure trempée de la jeune fille. Sur une petite plage de galets que je connais bien, autrefois, Fergus et moi nous laissions souvent porter par le courant, qui immanquablement nous déposait ici. J'ai froid. Tout en resserrant son étreinte, il lui frictionna les épaules et le dos. Mon pauvre amour, ne vous inquiétez pas. Fergus a vu notre canot se renverser. Il a compris où le courant allait nous amener. Il va venir à notre secours. Bientôt, vous serez dans un lit bien chaud. D'un air soucieux, il ajouta. J'espère que vous n'allez pas avoir une pneumonie comme votre frère. Et vous? Vous êtes aussi mouillé que moi, je suis solide. Moi aussi. Mais vous ne savez pas nager, fit-il en embrassant de nouveau. Il va falloir remédier à cela. Viola leva les yeux vers lui. Vous m'avez sauvé la vie. Votre vie, c'est ma vie, fit-il avec émotion. J'ai enfin compris que je ne pouvais pas vivre sans vous. Il n'osa pas lui avouer maintenant qu'il l'avait crue morte quand il l'avait vue ballottée par les vagues, ses longs cheveux épars. Viola, me pardonnerez-vous jamais d'avoir réagi aussi stupidement? Par orgueil, mon Dieu, comment ai-je pu être aussi bête? C'est moi qui ai été bête de ne pas vous parler de la fortune de mon père. Je me suis conduite de manière ridicule, puérile. David a plus de bon sens que moi. Il voulait tout de suite vous mettre au courant, ainsi que Meg. Je n'ai pas voulu, je lui ai fait promettre d'attendre. Pourquoi? Elle hésita. Je ne le sais pas encore très bien. Je crois que je voulais que vous m'aimiez pour moi-même, sans qu'il soit question de cet argent qui allait mettre une barrière entre nous. Vous êtes un homme si fier, si ombrageux. Avec lassitude, elle ferma les yeux. Mais au fond, tout cela est si peu d'importance, seul comptent les sentiments. D'une voix à peine audible, elle demanda. « Oh, Bruce, Mademoiselle Viola de Northcombe, acceptez-vous d'accorder votre main à Bruce de Glentoran ?» Elle se jeta dans ses bras. « Oh, Bruce, je vous aime, je vous adore, devenir votre femme. » Elle porta la main à son cœur. « Mon rêve le plus cher va donc se réaliser follement. » Ils s'étreignirent. Tout 3 mois plus tard, par une superbe journée d'automne, 2 cavaliers allaient au petit galop dans les landes, au milieu des bruyères violettes et mauves, où butinaient les abeilles, qui collectionnaient le nectar qui deviendrait le délicieux miel de Glentoran. Le soleil brillait dans un ciel d'un bleu limpide. Au loin, un oiseau lança un cri, un autre lui répondit. En arrivant au sommet de la colline, les cavaliers retinrent leur monture. De la pointe de sa cravache, le duc désigna en contrebas les terrassiers qui creusaient la terre et le roc. « Vous voyez ces fondations, mon amour? Ce sont celles du futur hôpital, l'hôpital Duchesse de Glentoran. Je pense que, pas plus tard que l'année prochaine, à la même époque, il devrait être opérationnel. »
Un sourire heureux vint aux lèvres pleines de Viola. La chevauchée avait rosi son ravissant visage, et des boucles dorées s'échappaient du petit feutre de couleur fauve assorti à son élégante amazone. Elle avait insisté pour financer la construction de l'hôpital, et elle se souvenait encore, avec amusement, de l'expression horrifiée de Lewis Wilder quand elle lui avait fait part de son projet. Financer un hôpital, Lady V, vous imaginez les frais? Très bien, c'est qu'il ne suffit pas de le bâtir. Après avoir guigné du coin de l'œil l'énorme émeraude entourée de diamants qui étincelait à l'annulaire gauche de la jeune fille, il avait poursuivi. Il faudra ensuite payer les médecins, les chirurgiens, les infirmières, et si j'ai bien compris, vous prévoyez également une salle d'opération. Tout cela va coûter une fortune. J'ai les fonds nécessaires, non? C'est certain, des hôpitaux, vous pourriez en faire construire des dizaines, mais... Écoutez, Lewis, ma décision est prise. Les habitants de la région ne seront plus obligés d'aller se faire soigner à Fort William. Et pourquoi pas? Parce que c'est beaucoup trop loin. Par mauvais temps, les routes sont presque impraticables. Grâce à cet hôpital, nous allons pouvoir sauver de nombreuses vies. Comprenant qu'il n'aurait jamais gain de cause, Lewis Wilder avait déclaré forfait. Quand vous voulez, Lady V, quand vous voulez. L'Américain était retourné à New York, pas fâché d'avoir été chargé par le frère et la sœur de veiller sur leurs intérêts. David et Viola savaient que l'associé de leur père ne les léserait pas. Ils avaient eu le temps de constater lors de leur séjour à New York qu'il était d'une honnêteté scrupuleuse. « Nous rentrons, mon amour, demanda Bruce en faisant faire demi-tour à sa monture. Viola l'imita, et avant de repartir, chercha la main de celui qui était devenu tout récemment son mari. Il la lui prit et la pressa avant de la porter à ses lèvres. Même lorsqu'ils montaient à cheval, ils éprouvaient le besoin de se toucher, de se sourire, de sentir la présence de l'autre à ses côtés. Leur mariage avait eu lieu quelques jours à peine après leur éprouvante aventure à bord du petit canot, devenu le jouet d'une mère démontée. Une double cérémonie très simple avait réuni deux couples dans la chapelle du château. D'un côté le duc de Glentoran et Viola, de l'autre le comte de Northcombe et Meg. À l'exception de mademoiselle Matthews, tante Edith et des Brandt, accompagnées par leur fille Charlotte, les invités avaient été très rares. Mais tous les villageois étaient là. Parmi eux, Fergus et Heather rayonnaient dans leurs plus beaux atours. Viola n'avait pas pu faire autrement que d'envoyer un faire-part à Lewis Wilder, qui à ce moment-là n'avait pas encore regagné l'Amérique. Dans son costume à carreaux voyants, l'Américain détonnait au milieu des hommes vêtus de leur meilleur qu'il. C'était lui que le duc avait chargé de négocier chez un joaillier londonien la vente de la broche offerte à son sauveur par Madame Van Ashton. En bon homme d'affaires, Lewis Wilder avait réussi à en obtenir le maximum. Les Lyell, devenus les plus riches de ce petit village portuaire, attendaient prochainement la livraison d'un bateau de pêche flambant neuf. Très peu de temps après son mariage, David avait décidé de se consacrer à son art et de courir le monde. Meg, qui rêvait de voyager, n'avait été que trop heureuse de l'accompagner. Quant à Viola, elle n'avait pas d'autre désir que celui d'aider son mari à remettre le domaine en état. C'était une tâche immense qui les attendait. David et Meg, après avoir passé plusieurs semaines à Venise et à Florence, doivent être maintenant à Rome, dit soudain la nouvelle duchesse de Glentoran. Son mari sourit. Les connaissant, je suppose que nous ne devrions pas tarder à recevoir une lettre enthousiaste. Étrier contre étrier, ils se dirigèrent vers le château, dont les tourelles et les cheminées se détachaient sur le ciel. Il y régnait une activité fébrile, sous la direction d'un architecte spécialiste des bâtiments anciens. Des couvreurs s'affairaient sur les toits, des maçons réparaient les vieux murs, des menuisiers refaisaient les châssis abîmés des fenêtres. Toute une équipe de jardiniers s'activait dans les jardins. Ceux-ci, agrandis, descendaient maintenant jusqu'au loch. Dans les villages, les artisans réparaient les cottages dont l'entretien avait été négligé depuis si longtemps. La population de la région bénéficiait de la renaissance du château, d'autant plus que cela avait permis de créer de nombreux emplois. Toutes les pièces du château avaient été ouvertes, aérées, dépoussiérées, il ne restait plus qu'à les décorer, et Viola avait décidé de s'en charger avec l'aide de l'architecte. Madame Livesey était ravie. Elle avait désormais sous ses ordres toute une armée de domestiques. Il s'agissait pour la plupart de jeunes gens ou de jeunes filles du village qu'elle devait former, une tâche dont elle s'acquittait à merveille.
Artie, le vieux jardinier, est ravi d'avoir été chargé de la rénovation de la roseraie, dit Viola. Quelle bonne idée vous avez eue. Cela lui a fait tellement plaisir de se sentir encore utile à quelque chose. Je lui ai également demandé de me donner des idées pour le jardin italien. Un jardin qui ne pourrait pas être mieux nommé. Quand je pense à tout l'argent que m'a rapporté la vente de ces tableaux italiens que David a descendus du grenier, je n'en reviens pas. Une vraie fortune. Et ils étaient là dans la poussière, personne ne s'y intéressait. Tout cela dormait là-haut alors que je cherchais désespérément le moyen de trouver un peu d'argent. Viola n'avait pas oublié le visage rayonnant de son frère. Quand elle était enfin entrée au château, transportée sur une civière de fortune par Bruce et Fergus, David était tellement surexcité par sa découverte que l'annonce du prochain mariage de sa sœur l'avait à peine frappé. Viola mit son cheval au pas. « Oh, Bruce, votre grand-père devait penser que son frère avait acheté d'horribles croûtes en Italie. Probablement. Il devait l'accuser de s'être fait berner par de soi-disant marchands d'art. Heureusement qu'il n'a pas ordonné que l'on jette toutes ces toiles au feu. » Le duc éclata de rire. Lui, oh non, il ne jetait jamais rien. Les chaises cassées, les meubles vermoulus, les porcelaines brisées. Il faisait tout monter dans les greniers, sous prétexte que cela pouvait servir un jour. Et cela a bien servi. Grâce à mon grand-oncle et son flair, je ne serai jamais considéré comme un coureur de dot. Viola se pencha pour lui reprendre la main. « Votre problème, Bruce, vous êtes trop orgueilleux. » Dans les bruyères, une alouette chanta, une autre lui répondit, puis une autre encore une autre. De petites vagues ourlées d'écume s'abattaient doucement sur la plage, en contrebas du château. Ce jour-là, la mer était d'un bleu intense. Il était difficile d'imaginer en cet instant combien elle pouvait devenir dangereuse. « C'est elle qui m'a amené ici, un soir de tempête, » pensa Viola avec reconnaissance. Bruce porta de nouveau la main de la jeune femme à ses lèvres. « Orgueilleux, moi. Avouez que grâce à vous, ma douce amie, je fais des progrès dans l'humilité. » Elle éclata de rire. Croyez-vous, leurs yeux se rencontrèrent. La respiration soudain coupée, Viola murmura. « Je vous aime. » « Oh, si vous saviez combien je vous aime. » Le duc déposa une pluie de baisers au creux de la paume de la jeune femme. « Et si vous saviez combien je vous aime, fit-il en écho.